Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer donc la lecture de La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Le livre commence par un premier chapitre consacré à une longue évocation de Charles Nodier, écrivain et ami proche d'Alexandre Dumas, qu'il accueillit à Paris à ses débuts et l'introduisit donc dans la vie intellectuelle de la capitale. À la fin de ce chapitre autobiographique, Dumas affirme que Nodier lui a raconté une histoire qu'il retranscrit par la suite. Dumas choisit d'orienter son récit sur la dualité entre hallucination et réalité, amour pur et amour sensuel, Eros et Thanatos. Nous allons donc poursuivre la lecture de ce livre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Nous allons passer à la lecture. Un beau jour, ou plutôt une belle nuit, pour nous faire penser à la chanson Un beau jour, plutôt une nuit. Près d'un lac, je m'étais endormie. Donc un beau jour, ou plutôt une belle nuit, pendant laquelle, par hasard, le curé ne dormait pas, il vit de la fenêtre de sa chambre qui donnait sur celle de l'église la lampe pâlir et s'éteindre. Il attribua la chose à un accident et n'y fit pas cette nuit une grande attention. Mais la nuit suivante, s'étant réveillé vers les 2 heures du matin, l'idée lui vint de s'assurer si la lampe brûlait. Il descendit de son lit, s'approcha de la fenêtre et constata de visu que l'église était plongée dans la plus profonde obscurité. Cet événement reproduit 2 fois en 48 heures prenait une certaine gravité. Le lendemain, au point du jour, le curé fit venir le bedeau et l'accusa, tout simplement d'avoir mis l'huile dans sa salade au lieu de l'avoir mise dans la lampe. Le bedeau jura ses grands dieux qu'il n'en était rien, que tous les soirs depuis 15 ans qu'il avait l'honneur d'être bedeau, il remplissait consciencieusement la lampe et qu'il fallait que ce fût un tour de ce méchant chevalier qui, après avoir tourmenté les vivants pendant sa vie, recommençait à les tourmenter 300 ans après sa mort. Le curé déclara qu'il se fiait parfaitement à la parole du bedeau, mais qu'il n'en désirait pas moins assister le soir au remplissage de la lampe. En conséquence, à la nuit tombante, en présence du curé, l'huile fut introduite dans le récipient et la lampe allumée. La lampe allumée, le curé ferma lui-même la porte de l'église, mit la clé dans sa poche et se retira chez lui. Puis, il prit son bréviaire, s'accommoda près de sa fenêtre dans un grand fauteuil et les yeux alternativement fixés sur le livre et sur l'église, il attendait. Vers minuit, il vit la lumière qui illuminait les vitraux diminuer, pâlir et s'éteindre. Cette fois, il y avait une cause étrangère, mystérieuse, inexplicable, à laquelle le pauvre bedeau ne pouvait avoir aucune part. Un instant, le curé pensa que des voleurs s'introduisaient dans l'église et volaient l'huile. Mais en supposant le méfait commis par des voleurs, c'étaient des gaillards bien honnêtes de se borner à voler l'huile, quand ils épargnaient les vases sacrés. Ce n'étaient donc pas des voleurs. C'était donc une autre cause qu'aucune de celles qu'on pouvait imaginer, une cause surnaturelle. Peut-être le curé résolut de reconnaître cette cause, quelle qu'elle fût. Le lendemain soir, il versa lui-même l'huile pour bien se convaincre qu'il n'était pas dupe d'un tour de passe-passe. Puis, au lieu de sortir comme il l'avait fait la veille, il se cacha dans un confessionnal. Les heures s'écoulèrent, la lampe éclairait une lueur calme et égale. Minuit sonna. Le curé crut entendre un léger bruit, pareil à celui d'une pierre qui se déplace, puis il vit comme l'ombre d'un animal avec des pattes gigantesques. Laquelle ombre monta contre un pilier, courut le long d'une corniche, apparut un instant à la voûte, descendit le long de la corde et fit une station sur la lampe, qui commença de pâlir, vacilla et s'éteignit. Le curé se trouva dans l'obscurité la plus complète. Il comprit que c'était une expérience à renouveler, en se rapprochant du lieu où se passait la scène. Rien de plus facile. Au lieu de se mettre dans le confessionnal qui était dans le côté de l'église opposé à la lampe, il n'avait qu'à se cacher dans le confessionnal qui était placé à quelques pas d'elle seulement. Tout fut donc
fait le lendemain, comme la veille. Seulement le curé changea de confessionnal et se munit d'une lanterne sourde. Jusqu'à minuit, même calme, même silence, même honnêteté de la lampe à remplir ses fonctions. Mais aussi, au dernier coup de minuit, même craquement que la veille. Seulement, comme le craquement se produisait à 4 pas du confessionnal, les yeux du curé purent immédiatement se fixer sur l'emplacement d'où venait le bruit. C'était la tombe du chevalier qui craquait. Puis la dalle sculptée, qui recouvrait le sépulcre, se souleva lentement, et par l'entrebâillement du tombeau, le curé vit sortir une araignée de la taille d'un barbet, avec un poil long de 6 pouces, des pattes longues d'une aune, laquelle se mit incontinent, sans hésitation, sans chercher un chemin qu'on voyait lui être familier, à gravir le pilier, à courir sur sa corniche, à descendre le long de la corde et arriver là à boire l'huile de la lampe qui s'éteignit. Mais alors le curé eut recours à sa lanterne sourde, dont il dirigea les rayons vers la tombe du chevalier. Alors il s'aperçut que l'objet qui la tenait, entr'ouverte, était un crapaud gros comme une tortue de mer, lequel, en s'enflant, soulevait la pierre et donnait passage à l'araignée, qui allait incontinent pomper l'huile qu'elle revenait partager avec son compagnon. Tous deux vivaient ainsi depuis des siècles dans cette tombe où ils habiteraient probablement encore aujourd'hui si un accident n'eût révélé au curé la présence d'un voleur quelconque dans son église. Le lendemain, le curé avait requis main forte. On avait soulevé la pierre du tombeau et l'on avait mis à mort l'insecte et le reptile, dont les cadavres étaient suspendus au plafond et faisaient foi de cet étrange événement. D'ailleurs, le paysan qui racontait la chose à Nodier était un de ceux qui avaient été appelés par le curé pour combattre ces 2 commensaux de la tombe du chevalier. Et comme celui-ci, et comme lui, s'était acharné particulièrement au crapaud. Une goutte de sang de l'immonde animal qui avait jailli sur sa paupière avait failli le rendre aveugle, comme Tobie. Il en était quitte pour être borgne. Pour Nodier, les histoires de crapauds ne se bornaient pas là. Il y avait quelque chose de mystérieux dans la longévité de cet animal qui plaisait à l'imagination de Nodier. Aussi, toutes les histoires de crapauds centenaires ou millénaires, les savait-il. Tous les crapauds découverts dans des pierres ou des troncs d'arbres, depuis le crapaud trouvé en 1756 par le sculpteur Le Prince à Héretville, au milieu d'une pierre dure où il a été encastré jusqu'au capro, tout à fait, c'est bien, jusqu'au crapaud enfermé par Hérisson en 1771 dans une case de plâtre et qu'il retrouva parfaitement vivant en 1774. Était-il de sa compétence? Quand on demandait à Nodier de quoi vivaient les malheureux prisonniers, ils avalent leur peau, répondit-il. Il avait étudié un crapaud petit maître qui avait 6 fois peau neuve dans un hiver et qui 6 fois avait avalé la vieille. Quant à ceux qui étaient dans des pierres de formation primitive depuis la création du monde, comme le crapaud que l'on trouva dans la carrière de Brunswick, en Gothie, l'inaction totale dans laquelle il avait été obligé de demeurer, la suspension de la vie dans une température qui ne permettait aucune dissolution et qui ne rendait nécessaire la réparation d'aucune perte d'humidité du lieu, qui entraînait celle de l'animal et qui empêchait sa destruction par le dessèchement, tout cela paraissait à Nodier des raisons suffisantes à une conviction dans laquelle il y avait autant de foi que de science. D'ailleurs, Nodier avait, nous l'avons dit, une certaine humilité naturelle, une certaine pente à se faire petit lui-même qui l'entraînait vers les petits et les humbles. Nodier, bibliophile, trouvait parmi les livres des chefs-d'œuvre ignorés qu'il tirait de la tombe des bibliothèques. Nodier, philanthrope, trouvait parmi les vivants des poètes inconnus qu'il mettait au jour et qu'il conduisait à la célébrité. Toute injustice, toute oppression le révoltait, et selon lui, on opprimait le crapaud, on était injuste envers lui, on ignorait ou l'on ne voulait pas connaître les vertus du crapaud. Le crapaud était bon ami. Nodier l'avait déjà prouvé par l'association du crapaud et de l'araignée, et à la rigueur, il le prouvait 2 fois en racontant une autre histoire de crapaud et de lézard
non moins fantastique que la première. Le crapaud était donc non seulement bon ami, mais encore bon père et bon époux. En accouchant lui-même, sa femme, le crapaud avait donné au mari les premières leçons d'amour conjugal. En enveloppant les œufs de sa famille autour de ses pattes de derrière ou en les portant sur son dos, le crapaud avait donné au chef de famille la première leçon de paternité. Quant à cette bave que le crapaud répand ou lance même quand on le tourmente, Nodier assurait que c'était la plus innocente substance qu'il eût au monde, et il la préférait à la salive de bien des critiques de sa connaissance. Ce n'était pas que ces critiques ne fussent reçues chez lui comme les autres et ne fussent même bien reçues, mais peu à peu il se retirait de même. Il ne se sentait point à l'aise au milieu de cette bienveillance qui était l'atmosphère naturelle de l'Arsenal et à travers laquelle ne passait la raillerie que comme passe la luciole au milieu de ces belles nuits de Nice et de Florence, c'est-à-dire pour jeter une lueur et s'éteindre aussitôt. On arrivait ainsi à la fin d'un dîner charmant dans lequel tous les accidents, excepté le renversement du sel, excepté un pain posé à l'envers, étaient pris du côté philosophique. Puis on servait le café à table. Nodier était sybarite au fond. Il appréciait parfaitement ce sentiment de sensualité parfaite qui ne place aucun mouvement, aucun déplacement, aucun dérangement entre le dessert et le couronnement du dessert. Pendant ce moment de délice asiatique, Madame Nodier se levait et allait faire allumer le salon. Souvent, moi, qui ne prenais point de café, je l'accompagnais. Ma longue taille était d'une grande utilité pour éclairer le lustre sans monter sur les chaises. Alors le salon s'illuminait, car avant le dîner et les jours ordinaires, on n'était jamais reçu que dans la chambre à coucher de Madame Nodier. Alors le salon s'illuminait et éclairait les lambris peints en blanc avec des moulures de Louis XV. Un ameublement des plus simples se composant de 12 fauteuils et d'un canapé en casimir rouge, de rideaux de croisées de même couleur, d'un buste d'Hugo, d'une statue d'Henri IV, d'un portrait de Nodier et d'un paysage alpestre de Renier. Dans ce salon, 5 minutes après son éclairage, entraient les convives, Nodier venant le dernier, appuyé soit au bras de Dauzat, soit au bras de Bixiou, soit au bras de Francis Veil, soit au mien, Nodier, toujours soupirant et se plaignant comme s'il n'eût eu que le souffle. Alors, il allait s'étendre dans un grand fauteuil à droite de la cheminée, les jambes allongées, les bras pendant ou se mettre debout devant le chaland. Excusez-moi, j'ai perdu. Les jambes allongées, les bras pendant ou se mettre debout devant le chambranle, les mollets au feu, le dos à la glace. S'il s'étendait dans le fauteuil, tout était dit. Nodier, plongé dans cet instant de béatitude que donne le café, voulait jouir en égoïste de lui-même et suivre silencieusement le rêve de son esprit. S'il s'adossait au chambranle, c'était autre chose, c'est qu'il allait compter. Alors tout le monde se taisait. Alors se déroulait une de ces charmantes histoires de sa jeunesse qui semble un roman de Longus, une idylle de Théocrite ou quelque sombre drame de la Révolution, dont un champ de bataille de la Vendée où la place de la Révolution était toujours le théâtre. Ou enfin, quelque mystérieuse conspiration de Cadoudal ou d'Oudé, de Stape ou de Lahorie. Alors ceux qui entraient faisaient silence, saluaient de la main, et allaient s'asseoir dans un fauteuil ou s'adosser contre le lambris, puis l'histoire finissait comme finit toute chose. On n'applaudissait pas plus qu'on applaudit le murmure d'une rivière, le chant d'un oiseau, mais le murmure éteint, mais le chant évanoui, on écoutait encore. Alors Marie, sans rien dire, allait se mettre à son piano. Et tout à coup, une brillante fusée de notes s'élançait dans les airs comme le prélude d'un feu d'artifice. Alors les joueurs, relégués dans des coins, se mettaient à des tables et jouaient. Nodier n'avait longtemps joué qu'à la bataille, c'était son jeu de prédilection. Et il s'y prétendait d'une force supérieure. Enfin, il avait fait une concession au siècle et joué à l'écarté. Alors Marie chantait des paroles d'Hugo, de Lamartine ou de moi, mises en musique par elle. Puis au milieu de ces charmantes mélodies, toujours trop courtes, on entendait tout à coup éclore la ritournelle d'une contredanse.
Chaque cavalier courait à sa danseuse, et un bal commençait. Bal charmant, dont Marie faisait tous les frais, jetant au milieu de trilles rapides brodés par ses doigts sur les touches du piano un mot à ceux qui s'approchaient d'elle, à chaque traversée, à chaque chaîne des dames, à chaque chassé croisé. À partir de ce moment, Nodier disparaissait complètement oublié, car lui, ce n'était pas un de ces maîtres absolus et bougons dont on sent la présence et dont on devine l'approche. C'était l'hôte de l'Antiquité qui s'efface pour faire place à celui qu'il reçoit et qui se contentait d'être gracieux, faible et presque féminin. D'ailleurs, Nodier, après avoir disparu un peu, disparaissait bientôt tout à fait. Nodier se couchait de bonne heure, ou plutôt on couchait Nodier de bonne heure. C'était Madame Nodier qui était chargée de ce soin. L'hiver, elle sortait la première du salon. Puis, quelquefois, quand il n'y avait pas de braise à la cuisine, on voyait une bassinoire passer, s'emplir et entrer dans la chambre à coucher. Nodier suivait la bassinoire et tout était dit. 10 minutes après, Madame Nodier rentrait. Nodier était couché et s'endormait aux mélodies de sa fille et au bruit des piétinements et au rire des danseurs. Un jour, nous trouvâmes Nodier bien autrement humble que de toute coutume. Cette fois, il était embarrassé, honteux. Nous lui demandâmes avec inquiétude ce qu'il avait. Nodier venait d'être nommé académicien. Il nous fit ses excuses bien humbles, à Hugo et à moi. Mais il n'y avait pas de sa faute. L'Académie l'avait nommé au moment où il s'y attendait le moins. C'est que Nodier, aussi savant à lui seul que tous les académiciens ensemble, démolissait pierre à pierre le dictionnaire de l'Académie. Il a raconté que l'immortel chargé de faire l'article Écrevisse lui avait un jour montré cet article en lui demandant ce qu'il en pensait. L'article était conçu dans ces termes. Écrevisse, petit poisson rouge qui marche à reculons. Il n'y a qu'une erreur dans votre définition, répondit Nodier. C'est que l'écrevisse n'est pas un poisson. C'est que l'écrevisse n'est pas rouge. C'est que l'écrevisse ne marche pas à reculons. Le reste est parfait. J'oublie de dire qu'au milieu de tout cela, Marie Nodier s'était mariée, était devenue Madame Ménessier. Mais ce mariage n'avait absolument rien changé à la vie de l'Arsenal. Jules était un ami à tous. On le voyait venir depuis longtemps dans la maison. Il y demeura au lieu d'y venir. Voilà tout. Je me trompe. Il y eut un grand sacrifice accompli. Nodier vendit sa bibliothèque. Nodier aimait ses livres. Mais il adorait Marie. Il faut dire une chose aussi, c'est que personne ne savait faire la réputation d'un livre comme Nodier. Voulait-il vendre ou faire vendre un livre, il le glorifiait par un article avec ce qu'il découvrait dedans. Il en faisait un exemplaire unique. Je me rappelle l'histoire d'un volume intitulé « Le zombie du Grand Pérou » que Nodier prétendit être imprimé aux colonies et dont il détruisit l'édition de son autorité privée. Le livre valait 5 francs. Il monta à 100 écus. 4 fois Nodier vendit ses livres, mais il gardait toujours un certain fonds, un noyau précieux à l'aide duquel, au bout de 2 ou 3 ans, il avait reconstruit sa bibliothèque. Un jour, toutes ces charmantes fêtes s'interrompirent. Depuis 1 mois ou 2, Nodier était plus souffreteux, plus plaintif. Au reste, l'habitude qu'on avait d'entendre plaindre Nodier faisait qu'on n'attachait pas une grande attention à ses plaintes. C'est avec le caractère de Nodier, il était assez difficile de séparer le mal réel d'avec les souffrances chimériques. Cependant, cette fois, il s'affaiblissait visiblement. Plus de flâneries sur les quais, plus de promenades sur les boulevards, un lent acheminement seulement. Quand du ciel gris filtrait un dernier rayon du soleil d'automne, un lent acheminement vers Saint-Mandé. Le but de la promenade était un méchant cabaret, où, dans les beaux jours de sa bonne santé, Nodier se régalait de pain bis. Dans ses courses d'ordinaire, toute la famille l'accompagnait, excepté Jules, retenu à son bureau. C'était Madame Nodier, c'était Marie, c'étaient les 2 enfants, Charles et Georgette. Tout cela ne voulait plus quitter le mari, le père et le grand-père. On sentait qu'on n'avait plus que peu de temps à rester avec lui. Et l'on en profitait. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma 3e lecture de ce livre d'Alexandre Dumas,
père, à ne pas confondre avec Alexandre Dumas fils. Je vais vous donner une petite citation d'Alexandre Dumas avant de vous quitter. Je vais faire simple. Tous pour un et un pour tous. À très bientôt, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée pour certains.